puis merci à ceux qui sont là cette journée aussi. Juste pour faire un rapide historique, dans le cadre de la fin d'élaboration du SRCE sur Midi-Pyrénées, la région a souhaité remettre à plat l'ensemble de ces dispositifs, donc qui est devenue autorité de gestion des fonds européens FEDER et a aussi remis à plat ces dispositifs régionaux de façon à faciliter la mise en œuvre du SRCE. Donc on a un ensemble de dispositifs qui permettent de faciliter la promulgation de la trame verte et bleue, que ce soit bien intégré dans les documents d'urbanisme et autres, et également de faciliter l'amélioration des connaissances, mais aussi la restauration écologique. Donc tous les dispositifs sont région et FEDER et permettent de mettre en œuvre ce SRCE. C'est-à-dire comment appréhender les questions autour de la trame verte et bleue dans une démarche projet. On a développé un peu en parallèle deux approches. D'une part, une approche de la trame verte par la télédétection, c'est-à-dire on part d'une image satellite et on voit comment l'exploiter pour pouvoir faire ressortir les éléments constitutifs de la trame verte. En parallèle également une approche globale par l'écologie du paysage, voilà, de façon à également approcher un territoire en termes de fonctionnement écologique potentiel à partir des structures paysagères que l'on peut observer. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, distinguer différents types de milieux qui pourront donc être représentés par des cortèges d'espèces un petit peu différents. Un exemple concret sur le fait que les petites échelles permettent d'avoir des cadres généraux, globalement les grands réservoirs, les corridors, etc. Mais que la biodiversité, elle s'exprime avant tout localement et que donc quand on fait une trame verte et bleue à l'échelle d'une commune, il faut voir qu'il y a un certain nombre d'espaces qui sont ressources pour tout le territoire qui sont strictement invisibles au 100 millième ou à une autre échelle. Donc ça veut dire que si on ne fait pas ces cartos TVB à l'échelle de communes qui n'ont souvent pas les moyens, c'est toute la problématique, ces espaces-là, ils passent à la trappe, ils sont urbanisables, ils sont intensifiables en termes de pratique, et là on va avoir une zone puits au niveau biodiversité qui fait qu'on n'atteindra pas l'objectif du SRCE avec la lutte contre l'érosion de la biodiversité. En tant que parc, nous sommes une collectivité de missions et non pas de compétences. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a des missions qui nous sont fixées par la loi, mais en fait, ce qui va être important pour nous, c'est notre document central, la charte du parc, qui est un projet qui est partagé, qui est validé pour 12 ans, bientôt 15, et qui va intégrer un certain nombre d'engagements de nos signataires, notamment les communes et les communautés de communes. Cette charte, d'un point de vue juridique, elle a une valeur de compatibilité. Donc elle s'impose au SCOT qui va ensuite faire écran dans les documents d'urbanisme des rangs inférieurs, donc sur les pluies et sur les pluies. Depuis 2015, nous sommes signataires d'un contrat restauration de biodiversité avec la région Midi-Pyrénées qui nous permet de réaliser un certain nombre d'actions sur notre territoire. Notre projet Trame verte et bleue, il avait vraiment cet objectif-là, à la fois d'avoir un outil opérationnel et aussi une stratégie de territoire en termes de préservation de la biodiversité. On a réalisé un recensement et une analyse comparative des méthodologies, justement deux déclinaisons du SRCE. Alors Midi-Pyrénées, on n'a travaillé que sur l'échelle Midi-Pyrénées pour l'instant, dans les SCOT. On a regardé plusieurs points, mais déjà s'il y avait des sous-trames identifiées, lesquelles, et puis la corrélation éventuellement avec le SRCE si le SCOT était élaboré postérieurement au SRCE. Selon quelle méthodologie. On a regardé aussi s'il y avait des réservoirs de biodiversité. Pareil, on a analysé les corridors. Et puis, on a regardé aussi s'il y avait d'autres éléments qui étaient identifiés, donc, comme des zones tampons, des zones relais, les zones de conflit, des zones de vigilance. Dans les sous-trames, il y a des espèces, à la présence de certaines espèces qui sont identifiées. Quel est le lien qui est fait en fait? Non, c'est plutôt de se dire tel type de milieu, il va correspondre à tel groupe d'espèces en fait. Ah d'accord. Mais c'est pas par rapport à des espèces qui ont été identifiées. Et il n'y a pas un recroisement derrière entre les corridors ou les réservoirs et puis l'éventuel passage d'espèces qui aurait pu être observé. Votre remarque, elle rejoint un peu une discussion qu'on avait la fois précédente quand on a évoqué la mobilisation de la donnée naturaliste sur l'après-midi. Et c'est vrai que un peu le constat qu'on en faisait, c'est qu'il n'y a aucun lien aujourd'hui, très peu, ou en tout cas très rarement,
entre l'identification de la TVB, la modélisation, l'approche éco-paysagère et le naturalisme, c'est-à-dire après l'approche par l'espèce et les cortèges d'espèces. Alors c'est peut-être moins prégnant à une échelle de SCOT et on peut dire qu'on remplit certainement le contrat en tout cas et l'approche qu'il est nécessaire d'avoir à une échelle de SCOT ou autre. Au niveau de l'échelle locale, ça pose plus question parce que, Julie évoquait tout à l'heure, les petits zonages, les petits réservoirs de biodiversité, ça va beaucoup aussi se centrer autour d'un habitat d'espèces et dans certaines zones, ça va être prégnant. Donc là, il y a certainement un chemin à parcourir qu'on n'a pas fait encore. Et, on se heurte aussi, enfin il y a deux approches en effet différentes, mais on se heurte aussi au fait qu'on n'a absolument pas une donnée homogène sur les données faune-flore à l'échelle des territoires. Donc du coup, il faudra avoir une approche complémentaire entre tout ce qui est photo-interprétation, etc. et données existantes, voire quelques prospections de terrain en fonction des zones. Mais on a vraiment un souci d'homogénéité. Le PLU doit couvrir toute la commune. Donc il faut qu'on puisse interpréter à cette précision-là. Plutôt que de vous présenter plusieurs exemples, j'ai décidé plutôt de choisir un exemple de gestion que l'on mène sur un territoire en Haute-Pyrénées et d'aller assez dans les détails en faisant les liens si possible sur les aspects fonciers et la TVB. Le SEN et la commune ont convenu de mettre en place une convention de gestion sur un peu plus de 100 hectares. Tous ces objectifs, on propose des objectifs opérationnels pour 6 ans. Donc voici un peu comment c'est structuré. Pour l'objectif 1, on propose une restauration de pâturage et cette restauration de pâturage va se faire sur une entité géographique bien définie. Voilà comment ça marche. Les rivières domaniales, elles sont domaniales parce qu'elles ont été inscrites à un moment donné dans la nomenclature des voies navigables. Le domaine public fluvial est inaliénable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le vendre et il est imprescriptible. La limite du domaine public, c'est une limite physique. Elle est établie par le Code général de la propriété des personnes publiques qui gère en fait les règles du domaine public fluvial. Pourquoi travailler spécialement et pourquoi se concentrer sur ces zones humides? Tout simplement parce qu'on a des infrastructures naturelles qui font partie d'un territoire et qui ont des incidences sur le territoire. Mais elles sont aussi à prendre en compte dans l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, les zones humides, tout ce qui va être trame bleue et la trame verte qu'on va trouver sur ces zones humides, doivent être intégrées dans tous les documents d'urbanisme. Donc également dans la CATES, on accompagne, quand on nous en fait la demande, les communes ou les intercos dans la prise en compte de ces zones humides-là. Donc bon, l'agence de l'eau, c'est juste un mot de dire que c'est un établissement public de l'État qui a une mission de mettre en œuvre une politique publique de l'eau qui est décidée par le comité de bassin. La loi me reconquête sur la biodiversité. Pour des raisons techniques et financières, cette loi prévoit que les agences de l'eau peuvent s'intéresser à la biodiversité terrestre. Bon, c'est juste dans un premier temps pour conserver les ressources financières de l'ONEMA et de l'AFB, puisque c'est des sous qui viennent de l'agence. Bon, je vais faire la parenthèse. Et au-delà de ça, moi je trouve que c'est une opportunité pour les agences d'aller davantage vers ces questions de trame verte notamment, et notamment en lien avec la qualité de l'eau, parce que là le lien il peut être